Le point complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir. Les grandes articulations. Le premier chef de gouvernement de la 5e République est enfin connu. Amadou Ouriba bénéficie encore de la confiance du président de la République. Il aura pour mission d'assurer la continuité de l'action gouvernementale. Sécurité maritime. La coopération internationale se renforce au profit de la Guinée. Présentement, les gardes-côtes américains séjournent à Conakry. Objectif, évaluer les installations portuaires en matière de sécurité maritime. Place au Kori. Au fil du temps, il a connu un usage multiforme, monnaie, talisman et symbole de richesse par exemple. Actuellement, le Kori est présent sur des grands podiums. L'évolution du Kori à suivre en fin de journal. Bienvenue. Amadou Ouriba retrouve encore la primature, symbole de la confiance renouvelée du chef de l'État, devenant ainsi le tout premier ministre de la 5e République. Une reconduction afin d'assurer la continuité de l'action gouvernementale et consolider des réformes entreprises. Hadi Kamara. Dans la continuité de l'action publique et au nom de l'efficacité dans l'administration, le chef de l'État a renouvelé sa confiance au Premier ministre chef de gouvernement, Amadou Ouriba. Une reconduction qui s'inscrit dans une logique de cohérence de l'action gouvernementale, mais surtout dans la reconnaissance d'un leadership fondé sur le dialogue, la rigueur et l'efficacité. Depuis sa prise de fonction, le 24 février 2024, Amadou Ouriba a imprimé à la primature une gouvernance marquée par la concertation permanente, faisant le dialogue social un levier stratégique de pacification de l'espace public et de consolidation de la cohésion nationale. Sous son impulsion, les cadres de concertation entre l'État, les partenaires sociaux et les acteurs politiques ont été réactivés, contribuant à la prévention des conflits sociaux et à l'amélioration du climat socio-professionnel. Sur le plan macroéconomique, l'action du gouvernement, coordonnée par le Premier ministre, a permis de consolider les fondamentaux de l'économie nationale. Dans un contexte régional et international marqué par les incertitudes, Amadou Ouriba a su renforcer la crédibilité de la Guinée auprès des bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers à travers une diplomatie économique active et une meilleure lisibilité des politiques publiques. Les engagements pris par l'État guinéen en matière de réformes structurelles, de gouvernance et de transparence ont trouvé un écho favorable, facilitant la mobilisation de financements pour des projets structurants. La reconduction du Premier ministre intervient également dans un contexte de déploiement massif d'infrastructures socio-économiques, écoles, centres de santé, routes, ouvrages de franchissement. Sur l'ensemble du territoire, les chantiers se multiplient. Une politique d'investissement public axée sur l'équité territoriale, la réduction des disparités régionales et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Dans le secteur éducatif et sanitaire, la vision portée par le chef du gouvernement sous la férule du président de la République, Mamadi Doumbouya, privilégie la planification stratégique, la durabilité des infrastructures et la prise en compte des normes environnementales et sociales. La Guinée change, la Guinée va changer avec une vive allure pour les 5, 6, 7 années à venir. Parce que le pays que vous connaissez aujourd'hui, le pays de votre adolescence, de votre vie de semi-adulte, ne sera pas le pays qui sera dans les 5-6 années. Donc accrochez-vous, le changement sera rapide avec l'aide de Dieu si on parvient à assurer la stabilité et qu'on continue l'élan avec ce qui a été engagé par le président de la République depuis le 5 septembre 2021, on le poursuit avec efficacité, avec détermination, avec constance et aussi avec plus de chance. La reconduction d'Amadou Ouriba à la tête du gouvernement apparaît
comme un choix de continuité responsable, mais aussi de projection vers l'avenir. Un avenir fondé sur la stabilité politique, la performance économique, la justice sociale et la protection de l'environnement. Dans la marche résolue de la Guinée vers un développement inclusif et durable, le Premier ministre Amadou Ouriba demeure l'un des visages d'un État en action au service de l'intérêt général et résolument tourné vers l'avenir. Développement de l'agriculture commerciale. 100 millions de dollars sont débloqués par la Banque mondiale. Le projet vient de tenir son 6e comité interministériel de pilotage et de coordination. Ça se passe entre bilan de 2025 et priorité de 2026. Fodé Camara, spécialiste maison. D'une enveloppe de plus de 100 millions de dollars, le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée ouvre un nouveau chapitre dans sa dernière ligne droite. Un nouveau chapitre dont le fil conducteur est défini par les membres du comité interministériel de pilotage et de coordination. Un plan de travail 2026 très ambitieux, assorti d'un budget annuel pour corriger les insuffisances et focaliser les efforts sur le suivi et l'évaluation continue des défis et performances. Nous avons entamé depuis plusieurs mois une nouvelle restructuration du projet et cette restructuration va nous permettre de proroger la date de clôture du projet qui initialement était fixée au 31 janvier 2026. À travers cette restructuration, on ira maintenant au 30 juin 2026. Donc en plus de cette prorogation, on aura aussi, on va recentrer les activités pour vraiment faciliter encore, pour améliorer davantage le taux de décaissement qui actuellement est déjà vraiment très satisfaisant. À ma prise de fonction en 2024, ce projet était à 18% de taux d'exécution. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un peu plus de 72%. Donc c'est vraiment un exploit. C'est un exploit pour le comité de pilotage, mais aussi pour l'unité de gestion du projet et aussi des partenaires techniques et financiers. Doté d'un important potentiel de production et d'accès au marché par le biais des infrastructures de connexion, les corridors miniers de Boké et Kamsar et de Conakry-Kindia étaient ciblés comme des zones prioritaires pour la première phase de cet accompagnement. Un accompagnement des filières fonio, fruits, noix de cajou, viande et volaille, avec l'implication des partenaires techniques traditionnels comme la FAO. Et on a pu livrer dans un délai de moins de 12 mois les études essentielles, notamment pour l'installation de 3 unités de fabrique d'aliments, d'un centre national d'insémination artificielle, et des études de faisabilité pour 10 marchés à bétail, mais aussi on a pu élaborer une stratégie nationale d'insémination artificielle. Ça, c'est pour ce qui est des études. On a pu conduire une campagne d'insémination artificielle de 1000 vaches avec toutes les étapes qui ont précédé. Et actuellement, ces vaches sont suivies par nos équipes conjointes. Le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée a permis de relancer plus de 600 sous-projets. Un appui direct à travers le mécanisme de subvention à coût partagé pour transformer les rêves des entrepreneurs agricoles privés en réalité économique. Place à la sécurité maritime et portuaire et c'est l'un des titres de cette édition. La coopération se renforce au profit de la Guinée sur instruction de l'Organisation maritime internationale. Les gardes-côtes américains sont à Conakry. Il est essentiellement question d'évaluer les installations portuaires en matière de sécurité maritime. Abraham. C'est une mission de l'Organisation maritime internationale et de sécurité en séjour de travail en Guinée. Elle est composée de gardes-côtes maritimes américains. Première étape de cette prise de contact, la direction de la marine marchande guinéenne et la direction générale du port autonome de Conakry. Des échanges fructueux ont lieu entre les parties prenantes en matière de sécurité maritime. De là, à travers une visite guidée, la mission s'est rendue dans les installations de Conakry Terminal du port autonome de Conakry. Well, the Coast Guard, we have many nations. Alors, en tant que partenaire clé, il nous arrive donc de parcourir un peu le monde
et avoir à partager des meilleures pratiques avec plusieurs autres partenaires. Donc nous voulons venir ici en Guinée et présenter ce que nous avons comme expérience en termes de meilleures pratiques. Et aussi, à la longue, une équipe va revenir pour faire des recommandations à partir des observations que nous aurons faites. Renforcer la surveillance des eaux territoriales, lutter contre la piraterie et les activités criminelles en mer et soutenir le développement des capacités locales sont entre autres missions assignées à la délégation. Ce partenariat stratégique devrait marquer un tournant décisif dans la coopération sécuritaire entre les nations du Golfe de Guinée. La marine marchande, c'est l'autorité de régulation qui régule, réglemente et gouverne le secteur maritime, qui est l'autorité donc maritime et portuaire. Mais il faut préciser que c'est le port de Conakry qui est le théâtre de cette opération, de cette mission, qui consiste donc à évaluer le niveau de sûreté. Si toutes les normes sont observées, sont respectées, sont mises en œuvre pour que notre port, qui a été 3 ans successivement, 3 ans, le meilleur port de l'Afrique de l'Ouest, il faut donc qu'on garde le cap, qu'on garde le niveau de sûreté. Cette coopération internationale permettra de garantir la sécurité maritime dans les eaux territoriales guinéennes. À travers cette mission, une nouvelle étape est entamée dans la lutte contre la piraterie et les trafics maritimes en Guinée. Reportage signé Abraham Christophe Conté. Par ailleurs, à l'Abbé, évaluation du processus électoral, un exercice consacré au référendum constitutionnel et à la présidentielle. Et c'est pour ressortir les forces et faiblesses dans le but de rendre plus performant le système électoral. Nabila Moussa Kamara, Sarafoudine Diallo. Et avec succès les scrutins référendaires et présidentiels de 2025. La Direction générale des élections se prépare pour les législatives et communales. Dans ce cadre, un atelier d'évaluation des scrutins est organisé pour capitaliser les acquis et renforcer le système électoral. L'atelier préfectoral se passe dans l'ensemble des 5 préfectures de la région de l'Abbé. Alors l'atelier consiste à faire une évaluation autour des 2 élections qu'on a eu à organiser. On regarde, on fait les prérequis. Qu'est-ce qui a marché dans ça, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment améliorer pour qu'à l'avenir que ça marche plus que les élections faites au cours de l'année 2025. Pendant 3 jours, les acteurs du processus électoral ont passé en revue les points clés. Il y a des recommandations en ce qui concerne par exemple la gestion du fichier électoral et la recommandation au niveau des cartes d'électeurs par exemple où on demande à ce qu'il y ait un délai un peu prolongé par rapport à la distribution des cartes d'électeurs. Donc nous nous engageons à faire la restitution dans nos communes respectives. Tout n'a pas été rose et il y a d'autres échéances qui pointent à l'horizon. Il faudrait que nous tirons les leçons afin de corriger les erreurs du passé. Et les gens ont promis qu'ils vont s'y mettre et ils seront participatifs. Cet atelier permet à la DGE de capitaliser les acquis, de renforcer le système électoral et d'améliorer continuellement les performances opérationnelles pour garantir les élections transparentes et fiables en Guinée. Vous le savez déjà, la Guinée a une nouvelle constitution. La vulgarisation du document est relancée dans la savane guinéenne. Le contenu du code électoral aussi est mis à la connaissance du public. Une démarche soutenue par le Centre africain de formation pour le développement. Djamokaba. Nul n'est censé ignorer la loi. À Kankan, le principe se consolide pour un accès réel au contenu de la nouvelle constitution. À la Maison des Jeunes, les débats concernent aussi le code électoral, la loi portant sur le régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Une action citoyenne forte pour renforcer la compréhension auprès de tous, y compris des femmes et populations des zones reculées des centres-villes. Il y a bon nombre de femmes qui ne sont pas vraiment imprégnées du contenu. Donc, personnellement, vraiment, moi, j'aimerais qu'ils continuent à élargir vraiment la vulgarisation pour que toutes les femmes soient vraiment au centre du contenu de la Constitution. Il faut que l'écho passe jusqu'au niveau des villages. Mais pour faire ça, il faut vraiment que nous faisons des émissions, à travers des émissions, et même s'il faut partir
faire des porte-à-porte, faire des causeries éducatives, des visites à domicile. La vulgarisation du contenu de la loi fondamentale, du code électoral et régime des partis politiques demeure un chantier prioritaire pour le Centre africain de formation pour le développement, Sénafod. Quand on parle des trois lois qu'on a vulgarisées, la nouvelle constitution, le code électoral, la loi portant le régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique, je crois que ça c'est fait pour la population. Donc mieux la population comprend ces trois lois, mieux vraiment la gouvernance sera aisée et facile. Par cet engagement commun autour de la Constitution, en partenariat avec le PNUD et l'ambassade du Japon en Guinée, Sénafod apporte sa pierre à l'édifice à travers des explications pédagogiques adaptées aux réalités communautaires. Une seule ambition, permettre à tous d'avoir pleinement accès à ses droits et devoirs constitutionnels. La quintessence de ce communiqué numéro 002 de la Direction générale des impôts. La directrice générale des impôts informe l'ensemble des contribuables qu'ils sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement de la contribution foncière unique CFU au plus tard le 30 juin 2026, ce conformément aux dispositions des articles 259, 260, 266 et 267 du Code général des impôts CGI. Par ailleurs, il est porté à la connaissance des personnes assujetties à la CFU que le lancement officiel des opérations de recensement au titre de l'exercice 2026 interviendra le lundi 2 février 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Ces opérations, conduites par les agents habilités de la Direction générale des impôts, visent à recenser les propriétés bâties et non bâties à travers l'identification des biens, leur géolocalisation, ainsi que l'évaluation des bases d'imposition correspondantes. Les concernés sont invités à se rendre disponibles et à collaborer activement avec les équipes de recensement en mettant à leur disposition toutes les informations nécessaires afin d'éviter toute évaluation d'office. Pour assurer la sécurité et le bon déroulement des opérations de terrain, les autorités civiles et militaires, en application des dispositions de l'article 1240 du Code général des impôts, apportent leur concours à cette campagne de recensement. La Direction générale des impôts s'est comptée sur l'esprit de civisme fiscal, de responsabilité, de collaboration de l'ensemble des contribuables pour la réussite de cette importante opération nationale. Conakry, le 26 janvier 2026, la directrice générale Fatoumata Foula Diallo. À Bokeh, les jeunes sont informés sur les outils de la GIP, de même que les opportunités offertes par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. C'est le début d'une tournée nationale. Les formations sont prévues afin de faciliter l'insertion des jeunes. Kernosman Diallo. Au contact des jeunes dans le Kakandi, le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi explique la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, en matière d'emploi. Les mécanismes en place à la GIP sont décrits et les jeunes formés aux outils de recherche active d'emploi. C'est une opportunité pour les jeunes étudiants diplômés ou non diplômés, les jeunes entrepreneurs de venir face à la GIP pour des aides d'emploi. C'est une opportunité qui m'est offerte, que je ne vais pas rater, parce qu'une fois à l'école, vous avez le soutien des parents. Mais une fois que vous finissez, vous êtes laissé à vous-même. Donc la GIP est là juste pour nous accompagner, pour avoir des opportunités d'emploi. Bokeh constitue l'une des étapes de la tournée de formation et de développement des compétences d'employabilité pour l'insertion professionnelle des chercheurs d'emploi. Un accent est mis sur l'entrepreneuriat afin d'accompagner les jeunes désireux de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bokeh, vous savez, c'est une zone où nous voyons une croissance. Et qui dit croissance parle d'opportunités. Et qui dit parle d'opportunités, donc il y a l'opportunité d'emploi et nous sommes dans le cadre de la formation des demandeurs d'emploi ici à Bokeh. L'objectif principal, c'est qu'à la fin de cette formation, qu'ils puissent avoir des profils mieux structurés
qu'ils puissent mener des recherches plus efficaces et surtout pour qu'ils puissent répondre aux opportunités qui sont là. Donc il ne s'agit plus d'aller chercher de l'emploi, mais savoir le chercher cet emploi-là. Avec le programme Simandou 2040, de nombreuses opportunités d'insertion s'offrent aux jeunes. La GIP renforce sa présence sur le terrain pour une meilleure orientation des chercheurs d'emploi et jeunes porteurs de projets. Employabilité des jeunes toujours, déploiement d'une série de formations, des outils nécessaires à la conquête du marché de l'emploi. Au terme de la session, 2 jeunes seront accompagnés par le département de la jeunesse. Maria Madialo. Pour cette 3e édition de la série de formations organisée par Guzas Training, 2 universités de la place sont retenues. Ce coup d'envoi permettra de répondre aux besoins cruciaux du marché de l'emploi en dotant aux jeunes des compétences recherchées pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Nous organisons ces formations pas que pour dire aux participants comment trouver directement un emploi, mais comment s'y prendre pour trouver l'emploi et conserver l'emploi. Et enfin, c'est de dire comment est-ce qu'il faut appliquer aujourd'hui la recherche de l'emploi à l'intelligence artificielle, donc au numérique. L'objectif recherché ici, c'est le renforcement des capacités des jeunes diplômés, étudiants, cadres et professionnels. Surtout, on s'inscrit ici dans le projet Simandou 2040. Plusieurs cadres du secteur, autorités universitaires et encadreurs ont pris part à ce lancement. Des initiatives qui consistent à valoriser les compétences pour une jeunesse active et compétitive. Ce que nous faisons surtout à l'Agence nationale du volontariat jeunesse, c'est l'accompagnement communautaire, c'est la formation des jeunes, c'est la formation, le déploiement et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. À travers le ministère de la Jeunesse, Guzas Training, dans son programme de valorisation du secteur éducatif. Pour encourager l'excellence, l'opportunité est offerte à 2 jeunes parmi les inscrits pour bénéficier d'un accompagnement de l'État. Plusieurs innovations sont attendues par le cabinet afin de se démarquer dans la valorisation du capital humain, socle du développement socio-économique du pays. Au même moment, à Dubreka, nouvelle équipe à la tête de la Jeune Chambre internationale, elle s'engage à promouvoir le développement communautaire. L'accent sera mis entre autres sur le leadership et la tenue de la 26e édition du jumelage tripartite. Amadou Touré. Par cet acte, Nana S. Condé succède à Boubacar Diallo pour un mandat d'1 année à la tête de la Jeune Chambre internationale Gissiaï Dubreka Racine. La nouvelle présidente fixe déjà les priorités de sa gouvernance. Faire de la Jeune Chambre internationale Dubreka Racine une organisation visible, utile et influente au sein des jeunes et du développement local. Cette vision repose sur 3 piliers majeurs parmi tant. Le premier, le leadership et la transformation des capacités. Nous investirons dans la formation, le mentorat et la transmission des compétences. Parce qu'un membre ici doit servir à chaque activité meilleure qu'il n'est entré. Le bureau national de la GCI Guinée, par la voix de son président et celle du parrain du mandat, a appelé les membres de cette organisation locale à leurs responsabilités et les défis à relever. Vous portez aujourd'hui une responsabilité précieuse, celle d'être des acteurs du progrès, des porteurs de solutions et des catalyseurs du changement dans votre environnement. À la présidente entrante et à son bureau, les charges sont désormais entre vos mains. À partir d'aujourd'hui, les ambitions deviennent des responsabilités et les promesses se transforment en actions. Le mandat qui s'ouvre doit être guidé par une vision claire, traduite dans un plan d'action réaliste. Créé en 2008, il y a 19 ans, par les étudiants de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, la GCI Dubreka Racine a connu jusque-là 19 présidents, dont 3 femmes, tous engagés à apporter un changement positif en impactant largement la vie des communautés de Dubreka.
À l'international, émergence accrue de l'Internet. 8 pays d'Afrique de l'Ouest se retrouvent à Niamey, au Niger. La Guinée est partie prenante. Principal défi, créer un cadre institutionnel et technique pour l'interconnexion des réseaux. Souleymane Kamara, envoyé spécial. À Niamey, les gestionnaires de backbone nationaux de 8 pays ouest-africains se sont unis pour créer un cadre de coopération historique visant à interconnecter les infrastructures et à stimuler le développement numérique inclusif. Cette initiative, née d'une volonté commune de dépasser les frontières pour construire un espace numérique régional intégré, promet de révolutionner l'accès au haut débit et de servir de catalyseur pour le développement socio-économique. Une initiative qui permet à tous les réseaux de se connecter, d'avoir une même vision. Donc vraiment c'est le message que je donne, c'est d'encourager, de renforcer toujours cette coopération et de continuer à se battre pour l'Afrique de l'Ouest. On a toujours besoin, plus petit que soit, et à plus forte raison, accueillir toutes ces sommités. Dans le cadre technique, nous allons beaucoup profiter de leur expertise. C'est extrêmement important pour nous aussi d'être dans ce réseau-là. Ça nous permettra de voir clair qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan technique. L'Assemblée générale constitutive a été l'occasion de finaliser le rapport d'activité 2025, documentant les phases de conception et de négociation du réseau. Le point d'orgue des discussions a été la présentation du plan d'action et du budget pour 2026. Et l'ORABN est une structure, est une organisation technique qui va appliquer ces directives sur le terrain. Ce que nous avons, c'est comme la route. Donc, nous ramenons la route dans le numérique, puisqu'on dit la route précède le développement. Et l'infrastructure du numérique va précéder autant que ça se passe aussi au niveau des infrastructures routières. Et nos populations, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est mis en place comme projet de numérisation, vous voulez avoir une carte d'identité, on vous demande de vous connecter et de faire une demande en ligne. Vous voulez avoir un passeport, on vous demande de vous connecter et de faire la demande en ligne. Mais pour que cela puisse avoir lieu, il faut que l'infrastructure qui va transporter ces données, d'accord, soit disponible pour nos populations. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à 8 pays membres. Voilà, 8 pays membres et bientôt nous passerons à 10. Parce qu'il y a la Gambie qui frappe à la porte et nous avons rendez-vous avec le Bénin pour leur présenter le réseau, les objectifs du réseau, et nous pensons qu'avec cette rencontre, le Bénin aussi va adhérer. Notre prochaine cible va être le Togo pour permettre à l'ensemble des pays de la région ouest africaine de pouvoir être dans un même réseau. Ce réseau s'inscrit dans la lignée des grandes initiatives d'intégration continentale telles que la zone de libre d'échange continentale africaine, en construisant une infrastructure numérique fiable et efficace. Retour à Conakry pour parler de ce qui, entre autres, domine le débat, libération des espaces publics à Matoto. Les encombrants érigés le long des routes sont éliminés. Une synergie d'action a permis l'atteinte de ces résultats. Aboubakar Diaby. Ces derniers temps, les autorités communales de Matoto ne cessent de multiplier des actions relatives à la territorialisation des politiques publiques. Pour le bon déroulement des opérations de déguerpissement en cours dans la commune, elles comptent sur le bon sens des citoyens ciblés. Cette rencontre est initiée dans cette logique pour expliquer les enjeux environnementaux et sécuritaires de ces déguerpissements des artères publiques. Nous vous avons appelé pour aider les autorités à ce que les points qui ont été déguerpis restent tels qu'ils sont. Ça ne s'est pas fait contre quelqu'un, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Les autorités sont en train de mettre des bouchées doubles à l'œuvre pour recaser les femmes qui ont été délogées des emprises de la route. Les chefs de quartier, ce sont nos représentants locaux que nous-mêmes, nous avons placés dans les marchés pour agir en lieu et place et gérer les marchés conformément aux dispositions législatives réglementaires. Nous leur avons dit, les lieux qui ont été dégagés, si les gens se retournent, viennent se réinstaller, nous avons pris un acte et un autre acte sera pris pour mettre fin non seulement à leur mission, mais ils feront objet de poursuites judiciaires. C'est une rencontre d'échange mutuel qui consiste
concerne des présidents de conseils de quartier, des administrateurs de marché et autres acteurs sociaux de la commune de Matoto. Ici, chacun est placé au centre du développement socio-économique de la municipalité à travers cette action enclenchée par les autorités. Les marchands qui sont dans le marché, ce qui est détecté là-bas, c'est plus de 2000 personnes. On a accepté, parce que là où ils étaient, ce n'était pas leur place, ce n'était pas le marché. Mais comme le marché a rempli, chaque fois les gens viennent, c'est pour cela qu'ils sont marché débordés jusqu'à là-bas. Ces acteurs entendent conjuguer leurs efforts pour rétablir l'ordre public au niveau des emprises anarchiquement envahies par les citoyens. Des dispositions applicables sont prises pour mettre fin à ces activités qui ternissent l'image de la capitale Conakry. Plus loin, en région forestière, amélioration du cadre de travail, les blocs administratifs des sous-préfectures de Womé et de Gouéké sont inaugurés. C'est dans la poursuite des réformes engagées par le département de l'administration du territoire. Mohamed Saloupaï. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'administration territoriale dans la préfecture de Zérékoré. Sous l'impulsion des réformes engagées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, les localités de Womé et de Gouéké ont officiellement inauguré leur nouveau bloc administratif. Un projet qui vise à redonner de la dignité à la fonction de l'administrateur local. Ce bâtiment construit en 1976 n'a bénéficié d'aucune rénovation jusqu'à ce jour. C'est le lieu de remercier vivement le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a pensé à ces services déconcentrés, celui de les doter d'une infrastructure digne, donnant les permettant d'avoir un cadre de travail approprié. Nous nous réjouissons et exprimons notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et son gouvernement pour les efforts combien louables qu'il ne cesse de consentir pour la réalisation de plusieurs infrastructures à la base. Ces bureaux offrent désormais un cadre de travail moderne répondant aux exigences d'une administration performante. Il y a quelques mois encore, nos locaux montraient des signes de fatigue qui pesaient sur notre quotidien. Aujourd'hui, en transformant ces murs au cœur de Gouéké, nous avons voulu faire plus qu'une simple rénovation technique. J'invite les autorités locales à s'organiser et à s'engager afin d'en assurer l'entretien et la sécurisation. Les actions de réhabilitation doivent donc être suivies d'un déploiement effectif et efficace des fonctionnaires. En garantissant des conditions de travail décentes aux sous-préfets et à leurs équipes, l'État s'assure de la continuité et de l'efficacité de son autorité sur toute l'étendue du territoire. Place aux violences basées sur le genre. 25 ambassadeurs de la paix apprennent les notions fondamentales. Une session de 3 jours axée sur les mécanismes de prévention des VBG. Et juste après, ils seront dispatchés dans les zones de Ratoma et Matoto afin de sensibiliser la population. Karno Younusaba, Sekousouma. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre à Conakry, d'ici fin 2026, 25 jeunes ambassadeurs de la paix ont pris part à une formation de renforcement de capacité de 3 jours. À l'issue de la formation, des activités de sensibilisation seront déployées sur le terrain afin d'informer les populations sur les violences basées sur le genre. Le but de cette rencontre vise essentiellement à doter des jeunes ambassadeurs de la paix, à également aussi renforcer leurs connaissances à travers des outils vraiment assez pratiques qui doivent les permettre d'aller vers les citoyens pour pouvoir mobiliser et les sensibiliser. L'ambition de ce projet, c'est de renforcer les capacités des organisations de la société civile guinéenne pour les permettre non seulement de pouvoir intervenir dans leur localité dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits, mais aussi la promotion du dialogue social et communautaire. Pour le représentant du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, la lutte contre les violences basées sur le genre est une responsabilité collective. Cette
lutte repose sur une conviction simple. La prévention est plus efficace lorsque les communautés sont engagées et responsabilisées. Les politiques publiques prennent tout leur sens lorsqu'elles sont portées sur le terrain par des acteurs convaincus et formés. J'apprécie beaucoup l'initiative du RHV de Guinée qui a mobilisé beaucoup de jeunes ambassadeurs pour la paix qui sont en train de suivre une formation pour renforcer leurs capacités en matière de prévention des violences basées sur le genre. Chaque citoyen s'estime investi de la responsabilité de contribuer à cet objectif qui est d'importance fondamentale. Les autorités réaffirment leur engagement à soutenir la participation citoyenne pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Au chapitre humanitaire, des repas et des vivres pour des enfants orphelins atteints d'albinisme, tous pensionnaires de l'orphelinat de Jean-Paul II, un geste de Lions Club Conakry Kakilambé afin de redonner le sourire à cette couche vulnérable. Mamadou Saliouba, reportage. Habituellement, à l'ombre de l'oubli, aujourd'hui, les portes d'un grand réceptif s'ouvrent pour ces enfants orphelins et atteints d'albinisme. Dans la plus grande chaleur humaine, ils sont accueillis par le Lions Club Conakry Kakilambé. Au menu, des repas copiés pour donner des sourires à ces pensionnaires de l'orphelinat de Jean-Paul II. Nous avons jugé nécessaire de donner cette joie à ces enfants, de rappeler que ces enfants sont importants, ils sont comme les autres enfants. C'est pour ça que nous avons décidé de les amener à Millennium et les offrir ces repas et puis les offrir de vivre. Par les temps difficiles, notre humanité a besoin de solidarité, pour ne pas dire de fraternité. Juste un peu d'amour ne peut que donner beaucoup d'espérance et de foi à la vie. De la solidarité et de l'humanisme pour donner de l'espoir aux autres. Outre les repas, ils reçoivent des vivres, symbole d'une solidarité agissante. Les enfants orphelins et atteints d'albinisme font partie des plus vulnérables de notre société. Leur offrir un repas, c'est bien plus que nourrir le corps. C'est redonner espoir, restaurer la confiance et rappeler à chacun qu'il n'est pas oublié. En ce mois dédié à la lutte contre la faim, cette initiative nous rappelle avec force que la solidarité n'est pas un vain mot, mais un engagement de tous les instants. Ensemble, nous pouvons renforcer le programme nutritionnel. Servir les autres, en particulier les plus nécessiteux, une valeur fondamentale défendue avec engagement par le Lions Club. À travers ce geste humanitaire, le Lions Club Conakry Kakilambé apporte sa contribution à la lutte contre la faim. À Farana, le contenu d'une maison a été réduit en cendres. C'est précisément dans le secteur Cabral, quartier Tokolonko 1. Ainsi, la famille a passé la nuit à la Belle Étoile. Ibrahim Aoulem Fofana, images et témoignages. Dans le secteur Cabral, ici au quartier Tokolonko 1, cette famille est plongée dans une tristesse et une désolation totale. Ces dégâts matériels sont l'œuvre d'un incendie de source inconnue. 20h, 21h après la prière, je suis assis en train de manger. La femme à mon fils a constaté qu'il y a la fumée à la maison. C'est aussitôt, j'ai abandonné le manger, je suis rentré. J'ai constaté en ce moment, je suis rentré pour ouvrir la porte des couloirs et des fenêtres. Il y a une chambre du milieu. Dès que j'ai ouvert cette porte, j'ai vu la flamme. Donc aussitôt, on a commencé à éteindre. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais la perte matérielle est un peu énorme. L'inquiétude de la famille était que le feu se propage au bâtiment de la concession. Heureusement que l'intervention des citoyens du quartier a permis de maîtriser les flammes. On ne connaît pas la source du drame. Je suis rentré dans la fumée, donc on a cherché à éteindre le feu. C'est ainsi que j'ai eu l'assistance du voisinage, aussitôt de la radio nationale, qui m'ont aidé à éteindre le feu, aussitôt qui m'ont aidé à avoir le numéro de mon chef de secteur de l'EDG, l'appeler pour isoler
les fils qui lient la maison au poteau. Je peux dire à l'autorité locale jusqu'au sommet que je suis victime d'incendie. Donc je demande leur secours, le secours des personnes de bonne volonté à tous les niveaux. Farana est devenu ces derniers temps le foyer de nombreux incendies. La vigilance des ménages, la propriété de l'environnement et la sensibilisation des services compétents devraient se multiplier pour éviter d'autres sinistres. Il faut aussi dire que l'unique camion des sapeurs-pompiers de Farana n'est pas actuellement opérationnel à date. Cet élément de valeur traditionnelle, il s'agit du kori. Au fil du temps, il est utilisé comme monnaie, talisman et symbole de richesse. Aujourd'hui, il rayonne dans les styles de coiffure, les bijoux et les tenues vestimentaires. Un objet ancestral devenu un instrument des podiums modernes. Retour sur l'évolution du kori avec Abdelaziz Baldé. Le kori fait une richesse avant d'être un simple accessoire. Monnaie d'échange, signe de puissance et pilier de l'organisation sociale dans plusieurs royaumes africains. Ce petit coquillage occupait une place centrale dans la vie des peuples. Pour comprendre sa genèse et la valeur qu'il représentait autrefois, nous nous sommes rendus au Musée national de Guinée à la rencontre de l'historienne Fatoumata Koumbassa. Les koris qui sont là viennent de l'océan Indien et suite au commerce du Nord. Quand nous devons parler d'abord des koris, nous devons toucher d'abord l'Afrique ou au fait la Guinée précoloniale. C'est suite au commerce. Les gens qui venaient vers l'océan Indien avec leurs marchandises, en échange, ils donnaient les koris aux autochtones. Généralement, ils sont passés par la Haute-Guinée, vers le nord du pays. Ils ont passé par là et depuis ce jour, les koris sont rentrés dans les échanges ou bien sont restés comme monnaie d'échange aux communautés guinéennes. Mais l'histoire des koris ne s'arrête pas à l'économie. Ils savent parler au monde invisible, porter des messages et révéler des destins. Dans de nombreuses cultures africaines, le kori est un outil sacré, intimement lié aux forces spirituelles. Immersion dans cet univers mystique avec une joueuse de kori, Nantene Nkuruma, qui nous explique leur utilité et la manière dont ils sont consultés. Chez nos ancêtres, il y avait des joueurs de kori et le jeu de kori était très important. Il servait à nous protéger de beaucoup de choses négatives. Les gens viennent chez moi pour jouer et ce que je leur révèle se réalise souvent. Quand les koris sont superposés, c'est un bon signe. Quand ils sont collés, cela peut annoncer le mariage d'une jeune fille. Selon les traditions, les interprétations peuvent varier, mais tous reconnaissent leur forte valeur spirituelle. Du sacré au style, il y a parfois qu'un pas. Aujourd'hui, les koris quittent les hôtels et les rituels pour investir l'univers de la création contemporaine. Pour Hawabe Fofana, styliste de renom, le kori n'est pas simplement un objet de divination, mais une véritable source d'inspiration. Une matière et un langage d'esthétique mis au service de la création. En tout cas, ne connais barala, ma tala. Moi, j'utilise les koris dans mes créations sans leur donner d'autres significations. Pour moi, ce sont avant tout des œuvres d'art qui subliment le travail. Beaucoup pensent qu'on peut simplement les porter en habit. Mais moi, j'y ajoute une dimension glamour en les associant aux perles pour magnifier l'esthétique. Des marchés d'antan au podium moderne. Du mystère au style les plus audacieux, les koris continuent de fasciner. Autrefois monnaie, talisman et symbole de pouvoir, ils se réinventent aujourd'hui dans la mode, les bijoux, les coiffures et les créations contemporaines. Stylistes, créateurs et passionnés les utilisent pour sublimer les tenues, apporter une touche d'élégance et raconter une histoire à travers la beauté. Porter un kori, c'est adopter un accessoire à la fois chic et chargé de sens, reliant tradition et modernité. Ces petits coquillages prouvent que l'Afrique s'est transformée son héritage en art, en style et en élégance pour briller sur ce podium et au-delà. Le kori avec ses multiples interprétations et facettes. Merci de nous pratiquer à Frigiabé dans Kindia, Kintinia dans Sigiri et partout en Guinée. Notre paradis terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.